Alors bonjour à tout le monde. J'ose croire donc que vous avez pris connaissance de toute l'actualité internationale qui est en pleine effervescence à ce moment. Et je vais donc vous entretenir sur un élément de cette actualité qui est les relations internationales du Québec à l'égard de l'Afrique francophone. Mon intervention sera axée sur deux points importants, à savoir poser un regard critique sur les relations internationales qu'entretiennent le Québec et l'Afrique francophone, qui imposent un ajustement par rapport à la géostratégie mondiale, et ensuite voir comment l'intellectuel africain, et plus particulièrement la femme, après les indépendances, doit se positionner par rapport à ce type de relation. Quelle est sa perception? Quelles sont ses responsabilités face aux enjeux et défis qu'impose la mondialisation des échanges, notamment au sein de la francophonie? Au niveau de la diplomatie, il est important de tenir compte des aspects culturels dans l'établissement des relations internationales. Bien entendu, en tant que femme, cette intervention sera donc agrémentée ci et là des pistes très riches et savoureuses qui viendront sans doute titiller vos papilles, non pas gustatifs mais intellectuelles, et ainsi favoriser des échanges d'idées basés sur le respect de la personnalité originaire et originale de chacune et chacun de vous ici présents. La table de notre festin intellectuel ainsi mise, nous allons donc commencer par définir ce qu'on entend par relation internationale. Selon certains auteurs tels que Merle en 88, les relations internationales sont d'une telle complexité qu'on peut les appréhender de multiples manières et que les diverses tentatives effectuées pour réduire cette complexité à des thèmes simples débouchent sur autant de définitions controversées. Toutefois, cet auteur définit les relations internationales comme étant tous les rapports et flux transfrontaliers, matériels ou immatériels, qui peuvent s'établir entre deux ou plusieurs individus, groupes ou collectivités. Alors je vais aborder l'autre point de ma présentation, à savoir une mise en contexte de mon sujet. Le Québec est un État fédéré doté de pouvoirs, bien que relevant de la Constitution canadienne, qui lui confère des responsabilités politiques lui étant propres, à l'exemple de l'éducation et de la culture. Selon certains auteurs tels que Leduc, la fin du XXe siècle marque le lancement de certaines activités internationales du Québec. Toutefois, il faut attendre l'impulsion de la Révolution tranquille en 60 pour voir le véritable envol du Québec en la matière. C'est ainsi que suite à l'ouverture des délégations générales, aussi appelées Maisons du Québec, à Paris en 61 et à Londres en 62, le gouvernement manifeste un grand intérêt aux relations internationales. Il est important de souligner ici que les relations internationales demeurent discrètes dans la Constitution canadienne. Toutefois, les jugements successifs des tribunaux depuis le 19e siècle ont établi qu'au Canada, l'État fédéré n'est pas subordonné à l'État fédéral et que le pouvoir de mettre en œuvre les traités internationaux relève soit du gouvernement fédéral, soit des provinces, suivant le partage des compétences prévues par la Constitution. D'où le rôle donc considérable du Québec à l'étranger, non seulement dans l'extension de ses actions internationales, mais également dans la mise en place des instruments juridiques et institutionnels adaptés. C'est ainsi donc que le gouvernement a donné mandat au ministère des Relations internationales de la francophonie et du commerce extérieur d'agir en son nom en la matière. Et en 2006, pour la première fois de son histoire, le Québec s'est doté d'une nouvelle politique internationale intitulée la Force de l'action concertée, qui vise à gratifier le pays de stratégies actuelles dans un monde en perpétuelle mutation. Et ce qui est important, c'est que ce document est axé sur 5 objectifs importants, à savoir renforcer la capacité d'action et d'influence de l'État québécois, favoriser la croissance et la prospérité du Québec, contribuer à la sécurité du Québec et du continent nord-américain, promouvoir l'identité et la culture du Québec et enfin contribuer à l'essor de solidarité internationale. Comme je l'ai mentionné précédemment, mon sujet porte sur les relations internationales. À propos, le Québec a des aspirations mondiales, notamment au niveau de la recherche de nouveaux marchés et partenariats. Ces derniers existent en grand nombre avec l'Afrique francophone. Force est de constater que ces relations sont embrigadées par les défis que pose la mondialisation, à l'instar de l'environnement socio-économique actuel. Tous ces éléments ainsi réunis ont suscité en nous un questionnement, à savoir quelles peuvent être les aspirations du Québec vis-à-vis de cette région du continent africain et quelles stratégies doit-il mobiliser pour les atteindre. L'objectif de mon intervention ici, c'est de jeter un regard critique sur ces relations internationales et de me positionner en tant que femme, en tant qu'intellectuelle africaine par rapport à ce partenariat-là. Au début de mes propos, j'ai mentionné que notre festin littéraire sera agrémenté des pistes. Alors, voici certains concepts qui nous permettront de mieux cerner notre sujet. Il s'agit tout d'abord
de la paradiplomatie. La paradiplomatie, c'est un concept central dans l'analyse des relations internationales du Québec. Elle fait référence aux relations extérieures directes et souvent autonomes des entités fédérées, c'est-à-dire des gouvernements infranationaux, dans des régimes politiques de type fédéral. Ce concept a été développé par Soldatos et Duchasek dans les années 80 et 90. En 2004, un auteur québécois nommé Paquin a insisté sur le fait que la paradiplomatie est mise en œuvre lorsqu'un mandat est donné à des représentants officiels par un gouvernement subétatique ou un conseil municipal de négocier avec des acteurs internationaux. Et c'est cette définition donc qui explique mieux la situation du Québec au sein de la francophonie. Vous entendrez aussi parler de la protodiplomatie. La protodiplomatie, comparativement à la paradiplomatie, fait référence ici à l'obtention du statut d'État souverain. Toutefois, certains auteurs tels que Balthazar insistent sur le fait que si l'on exclut les périodes précédant les référendums de 80 et 95, le gouvernement du Québec, même sous la bannière péquiste, a toujours davantage cherché à valoriser ses intérêts sur divers sujets de sa compétence qu'à promouvoir la souveraineté hors de ses frontières. Le deuxième élément, c'est la doctrine Gérin-Lajoie. La doctrine Gérin-Lajoie, c'est l'incontournable en matière de relations internationales du Québec, parce qu'elle constitue la justification de l'existence d'une paradiplomatie au Québec et explique le prolongement externe des compétences internes du Québec. Il s'agit ici, elle a été prononcée pour la première fois par un constitutionnaliste très réputé, dont la doctrine porte Lajoie, M. Gérin-Lajoie, devant le corps consulaire de Montréal en 1965. Selon cet auteur, dans la Constitution canadienne, il s'est appuyé sur le fait que la Constitution canadienne reconnaît aux provinces canadiennes le statut d'État pleinement et absolument souverain dans des domaines déterminés dans leurs compétences. Ensuite, nous avons le troisième concept qui est la francophonie. Je ne vais pas vous faire une grosse historique de la francophonie, juste faire état de certains éléments importants, à savoir que l'origine de la francophonie coïncide avec, pour la plupart des pays africains, avec la période d'indépendance. Son ancêtre appelé ACCT, c'est-à-dire Agence de coopération culturelle et technique, maintenant aujourd'hui francophonie, a vu le jour en 1970 sur l'impulsion de trois grands présidents africains, à savoir Senghor du Sénégal, Bourguiba de la Tunisie et Diori du Niger. La participation du Québec au sein de la francophonie a débuté en mars 1970. Et en effet, c'est en se basant sur les principes de la doctrine Gérin-Lajoie dont je viens de vous en faire part, que le gouvernement, grâce à l'appui de la France et sur invitation du Gabon, a obtenu sa participation à la Confénen suite à une entente négociée avec Ottawa. Et il est important de souligner ici que le Québec, dont la nation francophone forme 2% de la population nord-américaine, représente non seulement l'un des 5 principaux bailleurs de fonds de l'organisation, mais également est l'un des gouvernements les plus influents au sein de la francophonie. Alors, faisons maintenant un volet historique de ces relations internationales-là. Comme vous le savez sûrement, le Québec et l'Afrique francophone entretiennent des relations internationales depuis la période des indépendances. Celles-ci reposent sur l'existence des partenariats dans plusieurs domaines, éducation, culture, économie, j'en passe. Selon M. Gérin-Lajoie, ces relations ne sont pas planifiées par le gouvernement. Par contre, ce dernier avait déjà des ambitions à l'égard de l'Afrique francophone. Autre fait important, c'est l'invitation du Gabon au Québec à participer à la conférence sur l'éducation et le désir de création d'une délégation du Québec au Sénégal, qui firent des vagues à Ottawa à l'époque. Au cours de cette période, donc, certains auteurs rappellent l'existence des affinités historiques entre le Québec et l'Afrique. 1960, il ne faut pas l'oublier, c'est le symbole de l'émancipation, de l'éveil de l'Afrique et du Québec, d'où l'affirmation d'un membre du gouvernement québécois de l'époque, M. Jean-Marc Léger, qui mentionne que ces relations sont tributaires d'une langue en pleine expansion et qu'il est important pour le Québec de commencer à asseoir l'image du petit groupe de 5 millions de francophones submergés par 200 millions d'anglophones nord-américains, celle d'une nation parmi 30 autres
qui forment ensemble une communauté linguistique de plus de 150 millions d'hommes répartis sur 4 continents. Alors, quelle analyse pouvons-nous faire aujourd'hui de ces relations internationales? Actuellement, comparativement à ce que vous venez d'entendre, ces relations ont non seulement évolué, ce qui est tout à fait normal, mais elles sont planifiées par le gouvernement. À propos, le gouvernement marois est en train de peaufiner une stratégie à l'égard de l'Afrique, laquelle sera effective d'ici les mois à venir. Pour bien illustrer l'importance du partenariat Québec-Afrique francophone, j'ai quelques éléments statistiques ici. À savoir que 50% du budget du ministère est alloué à ce partenariat. Le Québec est la deuxième province exportatrice. 17% des exportations canadiennes mondiales vont en Afrique. Et en 2011, les exportations en Afrique sont supérieures à celles du Japon, du Brésil, de la Russie et de l'Inde. Par ailleurs, nous constatons que les Québécois, les Canadiens et les Africains ont une perception différente de ce partenariat-là. En effet, certains les trouvent positives car elles ont en outre contribué à la formation de plusieurs cadres africains qui sont encore en poste aujourd'hui au Canada ou au Québec. Par contre, d'autres les jugent négatives à cause du problème d'insertion de la diaspora africaine qui vient y jeter un voile d'ombre. Toutefois, ces deux groupes se rejoignent sur le fait qu'il faut tenir compte de certains défis, notamment budgétaires, dans l'établissement de ces relations-là. Maintenant, si nous faisons un parallèle avec ce que le Québec fait en France, nous allons voir que le Québec et la France entretiennent des relations directes et privilégiées qui non seulement datent de plus d'un demi-siècle, mais également se renouvellent en permanence. Le Québec et la France partagent aussi une langue et une culture commune. Et le Québec a par ailleurs ouvert une maison du Québec inaugurée par M. Lesage en 1961. Et 3 ans plus tard, cette maison va changer de dénomination pour s'appeler Délégation générale du Québec à Paris. Le Québec a également défini un partenariat stratégique avec la France, assorti d'une politique internationale et d'une stratégie gouvernementale à l'égard de l'Europe. L'autre point important ici, pourquoi on fait un survol des relations Québec-France, c'est parce que la France a joué un rôle important pour l'internationalisation du Québec, mais également dans la colonisation de certains pays africains, d'où son lobby en Afrique pour la cause francophone québécoise. Alors, au travers de tout ce travail de recherche-là sur les différents éléments rentrant en compte dans ce type de partenariat, nous avons remarqué qu'il y avait un qui représentait un frein à ceci. De fait, donc, nous constatons qu'actuellement, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie, elle est toujours en train d'être peaufinée par le gouvernement marois. Alors, que faut-il donc faire? Que pouvons-nous donc penser? Serons-nous tentés de croire que le Québec ne fait rien? Loin s'en faut. Quel est le plus qui semble pertinent et que nous pouvons proposer pour rehausser ce partenariat-là? Tout d'abord, les relations Québec-Afrique francophone représentent une opportunité d'ouvrir une nouvelle ère d'un partenariat renouvelé qui devrait être saisi. Il doit être gagnant-gagnant, j'insiste là-dessus. En effet, l'Afrique regorge non seulement d'un vaste potentiel de développement de marché pour les entreprises québécoises, mais également d'importantes perspectives très promoteuses pour le Québec. De plus, ces deux acteurs ont à cœur les valeurs francophones, à l'exemple de la défense et de la promotion de la langue de Molière. Les parties prenantes devraient décider ensemble, s'impliquer, converger leurs intérêts, contribuer et respecter des principes relatifs. Il serait judicieux également pour le Québec d'asseoir une stratégie axée sur une série d'actions telles que favoriser la mobilité des personnes, notamment par la mise en place d'un processus d'agir communicationnel. Comment? C'est-à-dire bonifier les ententes existantes entre le Québec et l'Afrique francophone, mettre en œuvre des mesures d'accompagnement des boursiers dans leur pays d'origine, ou compensation pour ceux qui désirent s'installer au Québec, intégration véritable, consultation et implication de la diaspora afro-québécoise. On pourrait encore, l'autre élément important, ce serait favoriser les échanges économiques en mettant l'emphase sur la recherche, le développement et le développement des occasions d'affaires, telles que la création des contacts durables entre les entreprises québécoises et africaines, l'implantation des stratégies de commercialisation adaptées aux réalités des deux parties prenantes.
Le troisième élément important, c'est qu'après toutes ces années, où tous ces dossiers sur les relations internationales continuent de s'entasser sous la poussière dans les bureaux de nos ministères et de nos missions diplomatiques, il est grand temps pour le Québec. Il est grand temps pour le Québec d'ouvrir une délégation en Afrique francophone. Revenons donc à nos épices et parlons de ma vision. Pour moi, je considère que les relations internationales sont une nécessité, car nous sommes à l'ère de la mondialisation des échanges. Toutefois, il est important de respecter la personnalité originaire et originale de chacun. Les relations internationales sont également à géométrie variable, car les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. Comment pouvons-nous donc construire nos relations dans un contexte où l'inégalité du pouvoir se trouve au cœur des relations internationales? Comme je viens de le dire, les relations entre le Québec et l'Afrique datent de plus de 40 ans. L'Afrique constitue un nouveau pôle de croissance. Nous devons donc continuer à forger de nouvelles façons de négocier nos partenariats. Il nous faut repenser aujourd'hui une nouvelle architecture des relations internationales, c'est-à-dire revisiter des concepts tels que les concepts de développement, de coopération ou de relations internationales. Il nous faut ensuite concevoir ensemble une charte de la coopération internationale, en mettant l'emphase sur l'éthique, des concepts tels que la solidarité, le partenariat, le respect de la dignité de l'autre, des codes de déontologie, tout en mettant l'emphase sur la précision et les rôles de chacun des partenaires ou des parties prenantes. L'autre aspect réside dans le fait que nous, Africains, nous faisons face à une grosse problématique, celle de mettre en avant nos émotions couplées aux intérêts égoïstes qui favorisent une culture du mépris du peuple et d'accaparement des biens nationaux. C'est pourquoi il faut créer un nouveau paradigme des relations internationales et se distancer des pratiques qui favorisent les magouilles, mais en même temps promouvoir la co-responsabilité des partenaires. Comme certains de mes collègues l'ont dit tout à l'heure, il faut des idées. Alors, dans quelle mesure les Africains peuvent être des lieux d'émission d'idées qui remettent l'Afrique debout, les idées qui redonnent l'initiative à l'Afrique? Vous me direz sans doute, Nelly, arrête et contente-toi de manger ton dollar, de boire ton vin de palme. Mais le but du colloque ici, c'est d'échanger des idées. Comment pouvons-nous donc sortir en tant qu'intellectuels africains si nous n'avons pas l'audace de nommer notre histoire, celle de l'Afrique, l'audace de dire nos souffrances et nos réussites? Nous voulons quitter le schéma de la France-Afrique ou tout autre pour un partenariat gagnant-gagnant, où chaque partenaire est respecté, responsable et surtout imputable. Nous, femmes, nous devons nous promouvoir comme des sujets dans la sphère intellectuelle, nous adonner à l'édition, à la publication. Et il ne faut pas se le cacher, il y a un déficit d'écriture en Afrique. Alors, je lance l'appel ici à mes sœurs de ne pas avoir peur de publier et de se lancer dans cette démarche-là. Si nous revenons maintenant au Québec, il faut repenser la doctrine Jorin-Lajoie. Elle date quand même de 1965. Elle doit s'adapter donc au changement de l'environnement international ainsi qu'aux mutations inhérentes à la mondialisation des échanges. Il faut intégrer, recruter les immigrants qui sortent par milliers des écoles et universités québécoises et canadiennes, nantis de leur diplôme. C'est une expertise gratuite, disponible, qui maîtrise des outils de haut niveau et qui plus est a une connaissance du terrain. Pourtant, cette expertise-là, on constate que beaucoup d'immigrants continuent à couper le poulet dans les fermes. Qui est donc mieux placé, je vous pose la question, qui est donc mieux placé que les Africains pour parler de l'Afrique? C'est ça l'intégration véritable, car il faut aller au-delà des discours. C'est dans la richesse et la diversité de sa population que le Québec fera la différence en Afrique. Alors en conclusion, mon intervention ici voudrait être la mise en place d'un changement de paradigme. En effet, il faudrait quitter un paradigme néocolonial franco-africain pour un paradigme de co-responsabilité.
d'égal à égal, d'équitabilité, de vérité dans le partenariat. Comme l'a souligné le ministre Jean-François Lisée au Corinne dernièrement, la politique internationale du Québec est au service d'un remarquable foisonnement de création, d'une contribution significative à la vie internationale. Le moment Afrique est là, il est à nos portes. L'engouement du Québec, du gouvernement du Québec à l'égard de l'Afrique en général et en particulier l'Afrique francophone, représente une ambition riche en opportunités diverses. Ces derniers partagent non seulement une histoire très forte, qui date depuis la période des indépendances, mais également une ressemblance, entre autres, au niveau des richesses naturelles. Fait intéressant et élément modérateur, c'est l'existence du partage des valeurs francophones communes. J'ai parlé de la langue de Molière. Le Québec représente l'un des moteurs de la francophonie, notamment à cause de son poids économique qui lui permet d'agir au niveau de la coopération avec certains pays en développement. Sa situation unique d'entité nord-américaine francophone lui fournit donc d'excellentes opportunités de développer et de faire fructifier de nouveaux marchés dans divers domaines culturels, économiques et sociaux. Alors, comme l'a dit le président de l'Union africaine lors de son passage ici à Montréal, je le cite, « Il n'y aura pas une grande puissance dans ce monde au cours des prochaines décennies qui pourra maintenir son rang sans une présence en Afrique. Mais pour cela, il faut que les hommes politiques africains, afin d'attirer le plus grand nombre et rassurer leurs partenaires, posent des actes sur les plans diplomatiques, politiques et militaires qui annihilent de potentiels conflits, guerres ou coups d'État. Et surtout, comme l'a dit M. Senghor en 88, respectons la personnalité originaire et originale de chaque nation dans tout partenariat. Je vous remercie.